Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et nous avons le plaisir de recevoir Cédric Daniel, qui est président de Aide Île-de-France. Alors, nous allons lui poser un certain nombre de questions liées à cette pandémie, mais j'aimerais d'abord faire quelques mots de rappel sur cette association qui, Aide, a été créée en 1984 et c'est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Elle est reconnue d'utilité publique et bénéficie du label Don de confiance. Aide agit depuis donc 35 ans avec et pour les populations les plus vulnérables au VIH-Sida et aux hépatites, pour réduire les nouvelles contaminations, accompagner les personnes touchées vers le soin et défendre leurs droits. Plus globalement, l'association joue un rôle majeur dans l'amélioration de la prise en compte des malades dans le système de santé en France, mais aussi dans le monde entier. Ses principes sont respect, indépendance, confidentialité et non-jugement. Alors Cédric Daniel, j'aimerais que vous nous présentiez d'abord les chiffres, parce que dans le cadre du Covid, eh bien, peut-être que finalement on a tendance à oublier que le sida c'est aussi une pandémie. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu où on en est, combien de patients aujourd'hui sont encore infectés et que vous nous rappeliez les chiffres en France, en Europe et dans le monde. Alors pour commencer par les chiffres en France, aujourd'hui, en 2019, on sait qu'il y a environ 170 000 personnes qui vivent avec le VIH en France. Un des premiers sujets, c'est que parmi ces 170 000 personnes, malheureusement, il y en a environ 20 à 25 000, selon les estimations, qui vivent avec le VIH, mais qui ne le savent pas, puisqu'elles ne se font pas dépister suffisamment régulièrement. Au-delà de ce chiffre-là, il faut savoir que chaque année encore, depuis malheureusement plusieurs décennies, on continue à découvrir des nouvelles séropositivités. Et donc en 2019, plus de 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité à l'occasion d'un test de dépistage du VIH. Donc ça, c'est pour les chiffres en France. Au niveau mondial, bien évidemment, c'est beaucoup plus important. En 2019, on considère qu'il y avait environ 39 millions de personnes qui vivaient avec le VIH. Il faut savoir que parmi ces 39 millions de personnes, il y en a 12 millions qui n'avaient pas accès à un traitement parce qu'elles vivaient dans des zones trop pauvres où on n'a pas accès, comme nous, on a la chance de l'avoir en France, au traitement. Et au niveau mondial, donc, 700 000 personnes sont décédées des suites du sida en 2019. Donc c'est une maladie qui continue encore à tuer. Et toujours au niveau mondial, environ 1 500 000 ou 1 600 000 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH en 2019. Alors comment fait-on pour accompagner ces malades ? Comment la recherche a avancé ? Est-ce que finalement la prise en charge du malade, comment a-t-elle évolué en fait dans ces 10 dernières années ? Est-ce qu'on en guérit ou est-ce que c'est une maladie avec laquelle il faut vivre avec ? Mais est-ce que dans ces 10 ans, vivre avec, ça a bougé ? Est-ce que finalement on est cloîtré chez soi ? Est-ce qu'on peut travailler avec le sida ? Comment ça marche la prise en charge ? Aujourd'hui, la prise en charge, elle a drastiquement évolué ces dernières décennies, effectivement, et heureusement, grâce au progrès de la recherche, au progrès des traitements, au progrès de la thérapeutique, on ne guérit pas du VIH aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on se découvre séropositif au VIH, aujourd'hui, on va vivre en fait avec le VIH toute sa vie. En revanche, grâce aux progrès qui ont été faits dans la médecine, quand on prend un traitement aujourd'hui contre le VIH, ce traitement il permet de réduire ce qu'on appelle la charge virale. La charge virale, donc, c'est la quantité de virus dans le sang. Et en fait, les traitements permettent de la réduire tellement fortement aujourd'hui qu'on dit qu'elle est indétectable. C'est-à-dire qu'elle arrive en dessous du seuil de détectabilité. Et quand on arrive à ce seuil, il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes retrouvent une vie quasiment équivalente à la population générale, puisque le traitement permet non seulement de booster le système immunitaire des personnes, donc pour éviter qu'elles attrapent des maladies opportunistes, des infections opportunistes, mais aussi donc de maintenir cette charge virale à un niveau extrêmement bas, c'est-à-dire que le virus est quasiment dormant dans l'organisme, mais il est toujours là. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution pour se débarrasser complètement du virus. Mais l'avantage de ces traitements donc, qui permettent de réduire fortement et de maintenir la charge virale à un niveau très très bas, c'est donc que les personnes retrouvent, et ça c'est vraiment une révolution, elles retrouvent une espérance de vie quasi équivalente à la population générale qui elle, ne vit pas avec le VIH. Et puis pour aller encore plus loin, ce qui est très important de savoir, et c'est un des messages que l'association Aide martèle depuis plusieurs années, c'est que les personnes traitées pour le VIH, aujourd'hui, ne peuvent plus transmettre le virus à leurs partenaires.
Ça, c'est extrêmement important parce que c'est devenu, en fait, le traitement des personnes qui vivent avec le VIH est devenu un mode de prévention pour leurs partenaires. Voilà. C'est très intéressant ça. Alors est-ce que, évidemment on va parler du dépistage, mais est-ce que si on est dépisté très tôt, finalement on est guéri, enfin on peut être mieux traité? Est-ce que le temps du dépistage et le moment où on est dépisté tôt ou tard dans la maladie, est-ce que ça change en fait l'évolution de la maladie? Alors potentiellement oui, ça change effectivement l'évolution du virus et surtout les conséquences à long terme. C'est-à-dire que, en fait, il est extrêmement important de se faire dépister le plus régulièrement possible. Ça, c'est le message clé à passer à l'ensemble des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. Après, effectivement, plus on est dépisté tôt après avoir été infecté, plus en fait on aura de chances d'avoir peu, voire quasiment pas de complications à long terme. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que le virus, quand il entre dans l'organisme, quand une personne est infectée, en fait, le virus, il va chercher à se multiplier partout. Et notamment, il va créer ce qu'on appelle des réservoirs, c'est-à-dire des endroits très cachés dans l'organisme, dans lesquels il va se loger et il va y rester, en fait. Et c'est ça aujourd'hui un peu la clé par rapport à la question que vous me posez tout à l'heure de la guérison ou pas, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à éliminer le virus encore de ces réservoirs-là. Et donc plus on est dépisté tôt, moins le virus aura de chances d'aller infecter ces petits réservoirs. Et surtout, ça veut dire que comme le virus n'aura pas eu le temps de se développer suffisamment dans l'organisme, il n'aura pas été dans tel ou tel organe, et du coup, effectivement, la vie des personnes au long cours sera meilleure, a priori, que les personnes qui sont détectées un petit peu trop tard. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est vraiment justement d'abaisser le délai entre le moment où une personne est infectée et le moment où elle découvre sa séropositivité et où donc elle va être mise sous traitement. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, ce délai, il est aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Ça veut dire qu'une personne, elle vit avec le VIH en moyenne pendant 2 ans et demi, 3 ans, avant de savoir qu'elle est séropositive et donc avant de bénéficier d'un traitement qui va lui permettre de retrouver une santé tout à fait normale et surtout qui va lui permettre de ne plus risquer de transmettre le virus à ses partenaires. C'est un message très important qu'on passe aux téléspectateurs. N'attendez pas, si vous pensez que vous avez eu une relation sexuelle à risque, eh bien, il faut absolument vous faire dépister parce que c'est comme ça que vous gardez en fait le maximum de chances pour être bien traité. Alors, on va parler du dépistage. Comment ça marche le dépistage? Et justement, si aujourd'hui je pense qu'il faut que je me fasse dépister, qu'est-ce que j'ai comme solution à disposition, que ce soit en France, en Europe, avec les moyens digitaux? Qu'est-ce qu'il existe en fait? Est-ce qu'on peut faire un tour de piste de ces moyens de dépistage? Bien sûr, aujourd'hui, il existe une multitude de façons de se faire dépister. On peut se faire dépister quand on a suffisamment confiance en son médecin traitant, par exemple. On va voir son médecin traitant, on en parle et on lui demande qu'il nous fasse une ordonnance, tout simplement, pour faire un bilan VIH et IST. Parce que bien évidemment, on parle du VIH, mais c'est important aussi de se faire suivre pour la syphilis, la gonorrhée, les chlamydia, les hépatites évidemment. Et donc avec son ordonnance, on va dans un laboratoire d'analyse médicale et on fait sa prise de sang et on a le résultat en quelques jours. Par rapport à ça d'ailleurs, par rapport au laboratoire, depuis quelques mois maintenant, il y a une initiative qui a été lancée à Paris et dans le département des Alpes-Maritimes qui s'appelle Au Labo Sans Ordo, je crois, et donc qui permet de se présenter dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale parisien ou donc dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, sans ordonnance, sans rendez-vous, et on se fait dépister du VIH gratuitement. Donc ça, c'est la partie ordonnance plus laboratoire d'analyse médicale. Ensuite, on a aussi des centres qu'on appelle les CEGID, donc les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, qui sont en général hébergés dans des hôpitaux ou dans des centres de santé, et qui donc, comme leur nom l'indique, permettent d'effectuer ce genre de dépistage de façon totalement gratuite et anonyme si les personnes le souhaitent, c'est important aussi. Oui. Ensuite, autre solution, c'est ce qu'on appelle le TROD, qui existe depuis 2010. Donc TROD, c'est un acronyme qui veut dire test rapide à orientation diagnostique. En fait, c'est un test rapide qui se fait à partir d'une piqûre qu'on vous fait au bout du doigt. On récupère quelques gouttes de sang dans une pipette et on a ce qu'on appelle un réactif qui permet d'obtenir le résultat, qui permet donc d'obtenir, le résultat en quelques minutes et de vous dire si oui ou non, il y a de fortes chances que vous soyez séropositif au VIH. Et ce TROD, l'intérêt de ce TROD, c'est que depuis 2010, il est possible pour les associations comme AIDE, mais comme beaucoup d'autres associations, de le faire avec les associations qui sont habilitées à faire donc ces dépistages rapides.
Pour AID, par exemple, je crois que l'année dernière, on a réalisé entre 50 et 60 000 tests rapides de dépistage du VIH. Est-ce que ça veut dire que ça ne passe pas forcément par un professionnel de santé? C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors, ça peut passer par une autre personne qui est habilitée à organiser ce test? Moi-même, par exemple, je suis habilité à faire des tests de dépistage rapide. Nous, on donne un premier résultat, mais qui doit systématiquement être confirmé pour être sûr à 100% par un professionnel de santé. Donc quand nous, on fait un dépistage dans le cadre d'une de nos actions à AID, quand on donne un résultat positif, ce qu'on dit à la personne, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit séropositive au VIH. Et à ce moment-là, on lui propose de l'accompagner, si elle estime qu'elle en a besoin, vers le test de confirmation qui se fera dans un hôpital, dans un centre de santé, dans un laboratoire, avec lequel, en général, on a des relations privilégiées à AID. Et donc, du coup, on sait que la personne va être accompagnée correctement. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Il en reste une, c'est l'autotest. L'autotest donc, qui existe depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, et donc on peut se procurer soi-même en pharmacie. Alors au début, les premiers autotests qui sont sortis étaient un petit peu chers, ils coûtaient entre 25 et 30 euros. Il y a d'autres marques qui sont sorties ces dernières années, et aujourd'hui, je crois qu'on peut acheter des autotests pour de l'ordre de 10 euros. Ça reste un budget conséquent quand même. Ça s'adresse aussi à des personnes qui sont, elles, plus dans une routine de dépistage, qui ont l'habitude de se faire dépister régulièrement, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'en fonction de son activité sexuelle, notamment quand on a des partenaires différents, en fait, il est important de se faire dépister au moins tous les 3 mois. C'est ça, en fait, le message qu'il faut faire passer, c'est que c'est bien de se faire dépister une fois dans sa vie, mais c'est pas suffisant. En fait, il faut le faire au moins une fois par an, et quand on a une activité sexuelle fournie, eh ben, il faut le faire encore plus souvent, tous les 2 ou 3 mois. D'accord, donc c'est très important. C'était l'autotest, sachant que, dernière précision, les associations aussi peuvent distribuer gratuitement des autotests ou même les envoyer, bien évidemment. Par exemple, là, en contexte de crise sanitaire, AID a envoyé des milliers d'autotests par la poste à des personnes qui nous contactaient, soit sur Internet, soit sur des lignes téléphoniques dédiées et qui souhaitaient se faire dépister à un moment où les laboratoires d'analyse médicale étaient un petit peu embolisés. Du coup, on avait cette solution-là d'envoyer des autotests gratuits aux personnes. Alors, deuxième message dans cette journée de lutte contre le sida, n'attendez pas pour vous faire dépister. Vous l'avez entendu, il y a diverses possibilités, elles sont nombreuses. Même dans le cadre de cette pandémie, on peut vous envoyer des tests à domicile. Alors, n'hésitez pas à contacter les associations. J'aimerais maintenant qu'on parle des défis qui restent à relever parce que finalement, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait sur cette lutte contre le sida grâce en fait aux patients eux-mêmes et aux associations diverses et variées. Mais quels sont les défis qui restent à relever sur le plan national et sur le plan international ? Aujourd'hui, on va commencer par le plan international. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. 12 millions n'ont toujours pas accès à un traitement. L'enjeu, il est là. Parce qu'en fait, normalement, l'OMS avait fixé comme objectif qu'en 2020, on atteigne ce qu'on appelle la cascade des 90-90-90. Alors, je vais expliquer rapidement. Ça veut dire qu'on avait comme objectif de dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, donc pour qu'elles connaissent leur statut. Ensuite, une fois que ces personnes sont dépistées, l'objectif, c'est que 90% d'entre elles aient accès à un traitement antirétroviral efficace pour qu'au final, 90% de ces personnes traitées puissent atteindre le Graal du seuil de la charge virale indétectable, avec les avantages dont je parlais tout à l'heure, de retrouver une santé tout à fait normale et surtout de ne plus risquer de transmettre le virus à leur partenaire. Malheureusement, on le sait là depuis quelques jours, cet objectif n'a pas été atteint en 2020. Donc maintenant, il a été décalé à 2025, mais avec aussi un objectif encore plus ambitieux d'atteindre le seuil de 95-95-95. Donc ça, c'est un vrai objectif et un vrai enjeu. Ouais. Mais qu'est-ce qui bloque très concrètement pour que ces 12 millions de personnes aient accès au traitement ? Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce qu'il y a des pays dans lesquels le système de soins n'est pas suffisamment adapté, parce qu'on a encore des médicaments qui sont beaucoup trop chers et qui ne sont pas accessibles aussi dans l'ensemble des pays du monde. Et c'est à ça notamment que sert le Fonds mondial, dont la conférence de reconstitution avait eu lieu en France l'année dernière, en 2019, à Lyon. Le Fonds mondial, en fait, permet justement de se substituer à un défaut de système de santé dans les pays en développement
pour justement permettre à ces populations d'accéder au traitement. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est que les pays les plus riches donnent encore plus d'argent au Fonds mondial pour que l'ensemble des personnes au niveau mondial puissent bénéficier d'un traitement efficace. On a parlé d'un coût de moins de 1 dollar par jour. C'est juste ou c'est faux? Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la palette de traitements qui existe, avec aussi l'accès aux médicaments génériques, effectivement, le traitement du VIH coûte de moins en moins cher et donc, du coup, un maximum de personnes peuvent aujourd'hui y accéder. Donc ça, c'est un des enjeux cruciaux au niveau mondial, effectivement. Après, comme je le disais, la première étape pour atteindre ça, c'est le dépistage, la régularité, la répétition du dépistage. Même quand on pense qu'on ne prend pas de risque, en fait, très souvent, c'est aussi, on se rend compte à l'occasion des entretiens qu'on peut réaliser quand nous, associations, on propose des dépistages rapides, c'est que les personnes n'ont pas nécessairement conscience des risques qu'elles prennent. Donc, pour ça, c'est important de répéter le dépistage tous les 2, tous les 3 mois au maximum pour être sûr. Et alors, bien évidemment, c'est une nouvelle assez grave quand on l'apprend, qui peut déstabiliser. Mais aujourd'hui, les traitements sont tellement efficaces et tellement bien tolérés que les personnes ont tout intérêt à se faire dépister pour retrouver une santé, se faire dépister tôt pour retrouver une santé tout à fait normale. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle d'un deuxième défi qui est pas des moindres, qui est le défi des discriminations. Mais avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on puisse diffuser et partager avec nos téléspectateurs finalement la campagne que vous avez mise en place au mois de novembre 2020, c'est-à-dire il y a tout juste une semaine. Donc on va regarder cette campagne. D'autres, la salle noire. Pourtant, je m'appelle Fatou. Le VIH m'atteint. Certains m'enfoncent. Avec aide, je me relève. Alors Cédric Daniel, que pouvez-vous nous dire de cette campagne? Comment l'avez-vous conçue? Pourquoi et avec quelle finalité? Alors en fait, la campagne là qu'on vient de voir, elle s'inscrit dans un dispositif très global où on a décidé en cette fin d'année 2020 de mettre l'accent sur les discriminations. Vous m'avez posé la question tout à l'heure des enjeux, des défis qui restent à relever. Le dernier, c'est la lutte contre les discriminations. Puisque, pour faire court, les discriminations font le lit de l'épidémie à VIH-Sida, très clairement. Puisque on le sait, le VIH, c'est un virus qui touche des populations vulnérables, qui touche des populations discriminées pour plein de raisons. Donc là, on a vu, ce sont des personnes qui sont discriminées en raison de leur origine, parce que ce sont des personnes étrangères. Ça peut être des personnes qui sont discriminées en raison de leur genre. Les femmes, souvent, sont plus vulnérables que les hommes. Les personnes trans, encore plus vulnérables aussi, du fait de leur parcours de transition, du fait de leur origine. Parce que là aussi, le problème, c'est que quand on parle de discrimination, très souvent, les personnes peuvent cumuler plusieurs discriminations. Quand on est une femme d'origine étrangère, voire même qu'on se retrouve à devoir être une travailleuse du sexe en France ou n'importe où ailleurs, et bien, du coup, on cumule des discriminations qui font que on est éloigné à la fois de la prévention et encore plus de l'accès aux soins et très souvent des droits. Ouais. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle l'AME en France, l'aide médicale d'État. Sous-exploité. C'est ça, qui est non seulement sous-exploité, puisque toutes les personnes qui y ont droit ne font pas la démarche de demander l'AME, mais surtout, malheureusement, d'année en année, les gouvernements successifs font tout pour raboter l'accès à ce droit. Aujourd'hui, c'est un droit qui est donné aux personnes étrangères sans papier d'accéder donc à un minimum de couverture médicale. Et bien aujourd'hui, depuis quelques mois, les personnes doivent attendre 3 mois, une fois qu'elles sont arrivées sur le sol français, pour bénéficier de l'AME, ce qui est complètement délirant quand on y réfléchit, puisque ça veut dire que pendant 3 mois, on interdit quelque part aux personnes d'accéder au système de soins classique et donc de se prendre en charge. Quand on sait que ce sont des personnes qui ont des besoins vitaux de se nourrir, de se loger, de pouvoir travailler, etc., on vient leur interdire pendant une période déterminée d'accéder aux soins. Et c'est ce genre de discrimination-là qui font que, notamment quand on parle des personnes étrangères, très souvent on entend encore parler de tourisme médical, ce qui est absolument honteux comme notion, puisque on parle de personnes qui fuient des pays en guerre, qui fuient des pays en crise économique, qui fuient des pays en raison, là encore, de leur orientation sexuelle, par exemple, parce que ce sont des personnes LGBT, en raison de leurs croyances religieuses.
on vient parler de tourisme médical, c'est complètement indécent. En fait, ce sont des personnes qui demandent juste à vivre, comme tout un chacun, comme vous et moi. Et voilà, donc c'est pour ça que cette année, on a voulu mettre l'accent effectivement sur cette notion de discrimination, en rappelant que quand on discrimine les personnes s'éloignent de la prévention et du soin, et donc potentiellement peuvent contracter le VIH. Et comment on peut changer ce regard en fait? On peut faire des campagnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que vous organisez des débats? Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Parce que là, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, mais une année, ça a 360 jours. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous faites en dehors de cette campagne? C'est-à-dire qu'en dehors des actions classiques d'une association de lutte contre le VIH, d'information, de prévention, de dépistage, etc., l'une des spécificités de Aide, c'est effectivement d'œuvrer au quotidien pour lutter contre les discriminations. Ça veut dire faire pression quand on estime que c'est utile sur les décideurs politiques, faire pression aussi sur l'industrie pharmaceutique pour qu'elle donne plus accès au traitement à toutes les personnes en France et à travers le monde. Et puis c'est aussi, comme à cette période-là, sortir un rapport sur les discriminations. Depuis 2015, Aide édite chaque année un rapport sur la face cachée des discriminations en lien avec le VIH ou les hépatites, qui nous permet justement de renseigner, de documenter très précisément les discriminations. Je vais en citer une. Le tout premier rapport qui était sorti en 2015 portait sur les discriminations d'accès aux soins. Parce qu'aujourd'hui, en France, encore en 2020, on sait qu'une certaine partie des personnes vivant avec le VIH ont des difficultés à accéder aux soins parce qu'elles sont victimes de discrimination, voire même de refus de soins. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de professionnels de santé qui aujourd'hui, soit par manque d'information, soit par peur, soit par crainte, refusent purement et simplement, de façon plus ou moins déguisée, de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite. Ce qui est là aussi assez hallucinant quand on y pense. Et quand on en parle aux professionnels de santé, on nous dit mais non, en tant que professionnel de santé, on est là pour traiter toute personne, quel que soit son genre, son origine, sa couleur de peau, etc. Effectivement, dans les faits, c'est comme ça. Dans la réalité, malheureusement, la réalité, elle est tout autre, on s'en rend compte. Et c'est ce genre de rapport qu'on édite chaque année, dans lequel on documente précisément les discriminations dont les personnes sont encore victimes. Et c'est important justement de mettre ces informations à plat et de documenter. Avant de terminer cette émission, j'aimerais vous poser 2 questions. Quel message aujourd'hui vous avez envie de passer aux jeunes? Les jeunes comme toute la population, mais peut-être un petit peu plus que les adultes ont été malmenés dans le cadre de ce Covid. Alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Comment ils peuvent se protéger dans leur vie sociale? Quel est le message de 2020 que vous auriez envie de passer à vos neveux et à vos nièces? Aujourd'hui, le message que j'ai envie de passer, c'est peut-être lié à l'information en fait. L'information, elle existe sur les moyens de se protéger du VIH, sur la façon dont on vit avec le VIH, sur les traitements, etc. L'information, elle existe et elle existe sous des formes très diverses. Les jeunes sont en permanence sur leur smartphone, leur tablette, etc. Il se trouve que la quasi-totalité des associations de lutte contre le VIH sont sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Donc l'information, elle est là, donc allez la chercher, informez-vous. Et du coup, ça permet aussi de changer de logiciel. Oui. Parce que quand on parle de prévention, quand on parle de se protéger contre le VIH, on parle très souvent, quasi exclusivement, de préservatif. C'est très bien. Le préservatif est un outil utile, efficace et indispensable pour se protéger du VIH. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas que ça. Il y a le préservatif, mais il y a aussi la PrEP, par exemple, qui est disponible et remboursée à 100% en France depuis le 1er janvier 2016. La PrEP, c'est un traitement qui permet de se protéger du VIH. C'est un comprimé qu'on prend chaque jour et donc qui permet, quand il est bien pris, quand il est pris correctement, comme n'importe quel autre traitement, de s'assurer qu'on est protégé contre le VIH. Et ça, aujourd'hui, les plus jeunes générations manquent d'informations par rapport à ça, mais aussi parce que les pouvoirs publics n'ont probablement pas pris suffisamment leurs responsabilités pour faire des campagnes d'information massives sur ce nouveau moyen de prévention qu'est la PrEP. Même chose par rapport au dépistage. Les jeunes, quand ils découvrent leur sexualité, quand ils ont une sexualité très épanouie et grand bien leur face, tant mieux pour eux, eux aussi font partie des personnes qui doivent avoir ce réflexe de se faire dépister avant leur premier rapport sexuel et au fur et à mesure de l'avancement de leur vie sexuelle, au moins tous les 3 mois, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous rappelons ces messages. Dépistage, dépistage, dépistage. Information, elle est disponible. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site de toutes les associations, mais je crois que sur le site de Aide,
Il y a, en fait, on peut retrouver toutes les informations que Cédric Daniel a bien voulu partager avec vous aujourd'hui. Et donc, du coup, merci à tous et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci.